Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous plongeons dans le Paris du XVIIe siècle. Entre poison, trahison et vengeance, plongez dans l'histoire interdite de la marquise de Brinvilliers. Derrière les dorures et les fastes du règne de Louis XIV, une marquise respectable orchestre un des plus grands scandales criminels de son époque. Une histoire de manipulation, de secrets et de mort, jusqu'à ce que la justice royale se mette en chasse. Mais le plus terrifiant? Et si son ombre hantait encore Paris aujourd'hui? Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre réalité et légende. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Dans le siècle éclatant du roi Soleil, une femme s'apprêtait à inscrire son nom dans les ténèbres de l'histoire. Son nom, Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers. Née dans une famille illustre, son sang portait l'empreinte des grandes lignées, celles qui dictaient le destin des hommes et des royaumes. Son père, Antoine d'Aubray, était un homme de pouvoir, magistrat et gouverneur, respecté et craint à la fois. Dès son plus jeune âge, Marie-Madeleine apprit que derrière les sourires de la cour se cachaient les murmures du complot, que sous les lustres éclatants des salons s'étendaient des ombres plus noires que la nuit. Son enfance fut marquée par la rigueur et la discipline d'un père autoritaire. Élevée dans le faste et l'obéissance, elle comprit bien vite que dans ce monde d'hommes, une femme n'était qu'un pion sur l'échiquier du pouvoir, à moins qu'elle ne trouve les moyens d'échapper à son sort. Jeune, belle et dotée d'un esprit vif, elle fut mariée au marquis de Brinvilliers, un homme d'un rang honorable mais sans éclat. Elle joua son rôle d'épouse, assista au bal, offrit les politesses attendues. Mais derrière son sourire se cachait un feu qui ne demandait qu'à s'embraser. Dans les couloirs parfumés des palais et les ruelles sombres de Paris, les rumeurs allaient bon train. Des empoisonnements inexpliqués, des morts suspectes, et au milieu de ce théâtre macabre, le nom des Brinvilliers commença à circuler en de discrets murmures. Car sous les apparences de la noblesse, une autre Marie-Madeleine existait. Une femme que l'histoire allait retenir non pour sa grâce, mais pour ses crimes. Une femme qui, lentement, s'apprêtait à plonger dans les ténèbres du poison et de la vengeance. Et ce n'était que le commencement. Dans les fastes de la cour du roi Soleil, où les étoffes brodées valsaient sous la lueur des candélabres et où les coupes de cristal tintaient en écho aux rires feutrés, Marie-Madeleine de Brinvilliers semblait jouer son rôle à la perfection. Épouse du marquis de Brinvilliers, elle paraissait être une noble comme les autres, un joyau précieux serti dans l'écrin d'une vie mondaine. Mais les apparences, à Versailles comme dans les ruelles sombres de Paris, ne sont que des masques. Car sous les dorures et les dentelles, une insatisfaction grandissait en elle, un vide que ni les fêtes ni les richesses ne parvenaient à combler. Son mariage, imposé par son père, était une cage dorée. Son époux, un homme de devoir et de convenance, était absent plus souvent qu'il n'était présent. Et dans l'ombre, la solitude tissait sa toile. C'est alors qu'elle le rencontra. Un homme à l'élégance trouble, au regard perçant et au sourire qui promettait à la fois le plaisir et le péril. Gaudin de Sainte-Croix. On disait de lui qu'il était chevalier, mais ce titre n'était qu'une parure. Ce n'était pas un soldat, ni un noble soucieux de son rang. C'était un aventurier, un homme qui murmurait à l'oreille des puissants et flirtait avec les interdits. Un alchimiste des ombres, disait-on dans certains cercles. Un disciple des sciences occultes, un initié des secrets de Paracels et des mystères vénéneux des apothicaires italiens. Dès leur première rencontre, un frisson parcourut l'échine de Marie-Madeleine. Sainte-Croix n'était pas seulement séduisant, il était dangereux. Il lui parlait un langage que personne d'autre n'osait murmurer, celui du destin, de la liberté, du pouvoir caché derrière les conventions. Avec lui, elle n'était plus une épouse enfermée dans un mariage froid. Avec lui, elle pouvait exister. Lentement, il l'attira dans son monde. Il lui ouvrit les portes de laboratoires secrets, là où la science se mêlait à la magie, où des hommes en cape noire pesaient des poudres invisibles et testaient leurs breuvages sur des animaux sans défense. Il lui montra comment une simple pincée de poudre pouvait voler une vie sans laisser de traces, comment une goutte de liquide versée dans un verre de vin pouvait transformer une fête en funérailles. Au début, elle n'osait pas. Puis, fascinée, elle écoutait, apprenait. Sainte-Croix la transformait. Il lui murmurait que le poison était l'arme des dieux, des vrais maîtres du monde,
ceux qui tuaient sans combattre, ceux qui éliminaient sans faire couler de sang. Il lui enseigna que dans cette société où les hommes dictaient la loi, les femmes n'avaient qu'une seule voie vers le pouvoir, l'ombre. Et dans l'ombre, Marie-Madeleine devint élève, puis maîtresse. Ses mains délicates, autrefois habituées aux éventails et aux dentelles, se firent habiles dans l'art du meurtre silencieux. Son cœur, autrefois enchaîné par les convenances, s'ouvrit à la noirceur d'une ambition secrète. Peu à peu, sous l'influence de cet homme, elle cessa d'être une marquise parmi tant d'autres. Elle devint un spectre, une main invisible prête à frapper. Car dans ses veines coulait désormais un poison plus mortel encore que ceux qu'elle apprenait à manier, le désir de vengeance. Et bientôt, ce désir trouverait sa première victime. Dans les alcôves feutrées des hôtels particuliers, sous les dorures des salons où résonnaient les rires de la noblesse, une femme se transformait en ombre. Marie-Madeleine de Brinvilliers n'était plus seulement une marquise, une épouse, une mondaine. Elle était devenue une élève. Une initiée. Dans le secret des laboratoires clandestins, là où les fioles de cristal enfermaient des venins mortels, elle apprenait un art ancien, interdit, que seuls quelques hommes osaient manipuler, l'art des poisons. Son maître ? Gaudin de Sainte-Croix. Un homme qui avait fait de la science un instrument de pouvoir. Un alchimiste des ombres qui connaissait les secrets murmurés par les apothicaires de Rome et de Venise, ceux que l'Inquisition traquait et brûlait pour sorcellerie. On disait que les Médicis eux-mêmes avaient perfectionné cet art, que les grands empoisonneurs d'Italie avaient trouvé la manière de tuer sans trace, de faire disparaître un homme sous les apparences d'une maladie insidieuse. Et c'était cette science maudite qu'il enseignait à Marie-Madeleine. Dans une pièce dissimulée derrière une bibliothèque de bois sombre, loin des regards indiscrets, elle observait. Sainte-Croix, vêtue de velours noir, versait lentement une poudre argentée dans une coupe d'eau. Une simple pincée, pas plus. Puis il y trempait un pain de mie, l'égoutter et le donnait à manger à un chat de gouttière, capturé plus tôt dans la nuit. Quelques minutes plus tard, la pauvre bête titubait, la bouche écumante, les pattes prises de soubresauts. Son regard se troubla, puis s'éteignit. L'arsenic. Inodore, incolore. Un serviteur parfait pour qui veut se débarrasser d'un ennemi sans éveiller les soupçons. Marie-Madeleine n'avait pas détourné les yeux. Et si l'on veut accélérer le processus ? Demanda-t-elle d'une voix douce. Un sourire se dessina sur les lèvres de Sainte-Croix. Alors nous utilisons le sublimé corrosif. Ou l'acathophana, ce poison vénitien qui tue si lentement qu'il ressemble à une maladie naturelle. Il la fit s'approcher d'un mortier en marbre, où des poudres attendaient d'être réduites encore plus finement. Il prit sa main, la guida dans le mouvement circulaire de la pierre contre la pierre. Elle sentit la texture du poison sous ses doigts, l'odeur subtile du mal en gestation. Ce fut ce soir-là qu'elle comprit. Tuer, ce n'était pas un acte. C'était un art. Un art qu'elle maîtriserait. Mais pourquoi tuer ? Parce qu'un feu noir s'était allumé en elle. Une rancune profonde, une blessure ancienne qui ne cicatriserait jamais. Toute sa vie, elle avait été contrainte. Mariée sans amour. Dominée par un père inflexible. Méprisée par ceux qui jugeaient ses choix. Et à ses côtés, Sainte-Croix soufflait sur ses braises, les transformait en un brasier ardent. Il lui murmurait qu'elle était puissante, qu'elle était capable, que personne ne la contrôlerait plus jamais. Il lui donnait ce que personne ne lui avait jamais offert, la liberté absolue. Mais la liberté a un prix. Et bientôt, Marie-Madeleine allait le payer, en sang et en silence. Les vents du destin portent parfois des murmures empoisonnés. À Paris, sous le règne éclatant du roi Soleil, une ombre glissait silencieusement entre les dorures des salons et les tapis feutrés des palais. Marie-Madeleine de Brinvilliers n'était plus une simple marquise. Elle était devenue quelque chose de bien plus redoutable, une femme qui savait tuer. Mais les poisons n'ont de sens que lorsqu'ils servent une cause. Et la sienne était la vengeance. Elle avait grandi sous le joug d'un père inflexible. Antoine d'Aubray, magistrat de renom, gouverneur respecté, mais tyran domestique. Un homme qui, toute sa vie, avait dicté à sa fille ce qu'elle devait être, comment elle devait se comporter, qui elle devait épouser. Il avait fait d'elle une marquise, mais jamais une femme libre. Et lorsqu'il avait appris sa liaison avec Sainte-Croix, cet aventurier sulfureux,
cet alchimiste des ombres, il avait juré de l'arracher à lui. Il avait traqué leur amour, humilié sa fille, tenté de la plier à sa volonté comme on dresse un animal récalcitrant. Il avait cru pouvoir la dominer encore. Mais il ignorait une chose, Marie-Madeleine n'était plus une enfant obéissante. Désormais, elle savait comment lutter. Le poison ne frappe pas avec la brutalité de l'épée, ni avec le fracas des pistolets. Il s'infiltre, invisible, patient, comme un venin qui endort la proie avant de la dévorer. Et c'est ainsi qu'elle décida de tuer son père. Chaque jour, alors qu'il s'attablait, savourant les mets raffinés dignes de son rang, elle glissait dans son assiette une pincée d'arsenic. Une si petite dose qu'il ne ressentait d'abord qu'une vague fatigue, une nausée légère, un malaise passager. Rien qui ne puisse inquiéter un homme de son importance. Puis, les symptômes s'aggravèrent. Les médecins furent appelés. Ils palpaient son ventre, observaient ses traits tirés, prenaient son pouls fébrile. Ils parlaient d'un mal inconnu, d'une fièvre insidieuse qui rongeait le gouverneur de l'intérieur. Mais Marie-Madeleine savait. Elle le regardait s'affaiblir, jour après jour. Elle l'observait se tordre dans son lit, son corps ravagé par un mal que personne ne pouvait expliquer. Les crampes venaient la nuit, les sueurs froides, les spasmes incontrôlables. Sa peau, autrefois ferme et fière, se marbrait de taches violacées. Ses mains tremblaient, ses lèvres balbutiaient des prières que personne n'entendait. Il souffrait. Lentement. Terriblement. Il tenta de résister. Mais les poisons de Sainte-Croix étaient parfaits. Dosés avec une précision diabolique, ils ne tuaient pas en un instant. Ils prenaient leur temps. Et un matin, après des semaines d'agonie, Antoine d'Aubray rendit son dernier souffle. Le crime parfait. Les médecins signèrent l'acte de décès. La fièvre? Une maladie inconnue? Dieu seul savait. Personne ne songea à suspecter la douce Marie-Madeleine. Elle porta le deuil avec élégance. Elle reçut les condoléances avec un soupçon de tristesse dans le regard. Elle était une fille en deuil, mais elle était libre. Libre de continuer. Car son père n'était que le premier. Et son ambition n'en resterait pas là. D'autres allaient suivre. Le poison est une ombre silencieuse. Il ne frappe pas avec la brutalité de l'épée ni avec le fracas du pistolet. Il s'insinue, invisible, insaisissable, et lorsqu'il dévoile enfin son œuvre, il est déjà trop tard. Marie-Madeleine de Brinvilliers le savait. Elle en avait fait son allié. La mort de son père n'avait laissé aucune trace. Aucun soupçon ne s'était posé sur elle. Les médecins avaient hoché la tête, murmurant des prières pour l'âme d'Antoine d'Aubray, sans jamais deviner que la cause de son agonie se trouvait dans les mains blanches et délicates de sa propre fille. Mais un crime réussi est une invitation à recommencer. Et la marquise n'était pas rassasiée. Désormais, elle regardait plus loin. Son père n'était qu'un obstacle éliminé. Pour hériter pleinement de sa fortune et de son rang, ses frères devaient disparaître à leur tour. Lentement, elle prépare son œuvre macabre. Le poison n'a pas besoin d'être versé dans le sang pour tuer. Il suffit d'un festin, d'un repas en famille, d'une coupe de vin partagée en riant. Antoine et François d'Aubray, ses frères, n'avaient aucun doute sur l'amour que leur portait leur sœur. Ils ne voyaient en elle qu'une femme endeuillée, fragile après la perte de leur père. Ils ne voyaient pas la noirceur qui couvait dans son cœur. Elle les invita à dîner. L'argenterie scintillait sous les bougies, les coupes de cristal brillaient d'un éclat rassurant. Elle veilla à tout, souriante, aimable. Rien dans ses gestes ne trahissait le venin caché dans les mets qu'elle leur servait. Les premiers jours, ils ne sentirent presque rien. Une fatigue passagère. Une légère nausée. Rien qui puisse alerter. Puis les symptômes s'aggravèrent. Le poison était en marche. Des douleurs inconnues leur nouèrent l'estomac. Leurs membres se mirent à trembler sans raison. Les fièvres vinrent, brûlantes et inexpliquées. Le poison, cette fois encore, faisait son œuvre avec une lenteur diabolique. Leurs visages se marbrèrent de taches sombres, leurs yeux se remplirent d'effroi alors que leur corps leur échappait. Ils agonisèrent dans leur lit, comme leur père avant eux. Ils crièrent, prièrent, supplièrent les médecins d'arrêter cette maladie qui les rongeait de l'intérieur. Mais aucun remède ne put les sauver. Et un matin, Antoine expira son dernier souffle. Peu après, François le rejoignit dans la tombe.
Marie-Madeleine de Brinvilliers était désormais seule héritière d'une fortune immense. Elle avait triomphé, effaçant d'un simple geste tous les obstacles sur son chemin. Mais les ombres murmurent, la noblesse parle, chuchote, se méfie. 3 morts dans la même famille, et toujours cette même souffrance mystérieuse. Les serviteurs commencent à raconter des histoires. Un apothicaire se souvient d'une femme qui posait trop de questions sur l'arsenic. Un domestique rapporte avoir vu la marquise verser quelque chose dans une coupe avant un repas. Les soupçons naissent. La Régnie, le redoutable lieutenant de police de Paris, reçoit des rapports troublants. Il écoute, observe, attend son heure. Car il le sait. Les empoisonneurs sont habiles, mais ils finissent toujours par laisser une trace. Et bientôt, celle de la marquise de Brinvilliers l'amènera à sa propre perte. Dans les ruelles de Paris, là où les lanternes vacillent sous le vent du destin, le nom de Sainte-Croix résonnait comme une énigme. Chevalier, alchimiste, initié au secret des poisons. Il avait façonné le destin de Marie-Madeleine de Brinvilliers, lui ouvrant les portes d'un monde interdit où le meurtre se faisait en silence, où la vengeance prenait le goût du vin empoisonné. Mais dans l'ombre des empoisonneurs, nul n'échappe au sort qu'ils sèment. Un matin, alors que la ville s'éveillait sous le regard du roi Soleil, le destin frappa sans prévenir. Sainte-Croix fut retrouvé mort dans son appartement. Les rumeurs coururent comme une traînée de poudre. Avait-il été trahi par ses propres poisons? Une erreur de dosage? Ou bien quelqu'un, quelque part, avait-il décidé que son règne devait prendre fin? Qu'importe la vérité, il était mort, et avec lui s'écroulait le château de cartes qu'il avait bâti avec la marquise. Mais ce fut ce qu'il laissait derrière lui qui scella le sort de Marie-Madeleine. Lorsqu'on fouilla sa demeure, on découvrit un coffre verrouillé, posé dans un coin de la pièce comme un gardien silencieux de tous ses secrets. Les autorités, intriguées, l'ouvrirent. À l'intérieur, les ombres prirent corps. Des lettres, des fioles vides, des parchemins griffonnés de recettes mortelles, des noms inscrits à l'encre noire. Et parmi ces preuves, un document fit frissonner jusqu'aux hommes les plus endurcis. Une confession, écrite de la main même de Marie-Madeleine de Brinvilliers. Les meurtres détaillés, le poison décrit, les crimes avoués. Un écrit imprudent, mais sans doute signé sous l'assurance que nul ne viendrait jamais le lire. Sainte-Croix, qui avait été son amant et son maître dans l'art du poison, était devenu son plus grand danger même après sa mort. Le coffre fut remis aux autorités du roi. Gabriel Nicolas de la Régnie, le redoutable lieutenant général de la police de Paris, en prit connaissance. Il lut chaque mot, pesa chaque phrase, reconstitua le puzzle d'un crime invisible. Désormais, le sort de la marquise était scellé. L'impunité qui avait protégé ses meurtres s'effondrait. Et dans les salons dorés où elle continuait à jouer son rôle de femme noble, Marie-Madeleine ignorait encore que l'étau se refermait sur elle. Bientôt, la chasse commencerait. Là où autrefois elle régnait en silence, Marie-Madeleine de Brinvilliers n'était plus qu'une ombre traquée. La mort de Sainte-Croix avait brisé le voile de l'impunité. Le coffre maudit, ouvert par les autorités, avait déversé son flot de secrets, et le nom de la marquise était désormais gravé dans les archives du crime. Les preuves étaient accablantes. Les accusations portaient un poids trop lourd pour être ignorées. Paris chuchotait son nom. Et dans le palais de justice, un homme se dressait déjà pour la traquer. Sous le règne du roi Soleil, une nouvelle force s'était levée dans l'ombre des rues, la police moderne. À sa tête, un homme redouté autant que respecté, Gabriel Nicolas de la Régnie. On disait qu'il voyait tout, qu'aucun criminel ne pouvait lui échapper. Premier lieutenant général de la police de Paris, il avait fait de la ville un territoire sous surveillance, où les complots étaient éventrés avant même d'avoir le temps de s'enraciner. Et lorsque le coffre de Sainte-Croix révéla la noirceur des crimes de la marquise, son regard se posa sur elle. Il n'aurait de cesse de la capturer. Mais Marie-Madeleine n'était pas femme à se laisser prendre facilement. Dès les premières rumeurs d'arrestation, elle disparut. Elle quitta Paris dans la nuit, abandonnant ses robes luxueuses et son rang, troquant son éclat pour l'anonymat des routes. D'abord, la Belgique. Puis les Pays-Bas. Ensuite l'Angleterre. À chaque halte, elle changeait de nom. Tantôt une veuve en pèlerinage, tantôt une dame de compagnie ruinée. Elle évitait les grandes villes,
les regards trop curieux, se fondant dans la foule des exilés et des âmes errantes. Mais l'ombre de l'araignée planait sur elle. Les informateurs du roi la cherchaient. Des missives circulaient entre les grandes villes d'Europe. Dans chaque auberge, chaque port, chaque relais de poste, une question revenait. Avez-vous vu la marquise de Brinvilliers? Et partout, la rumeur grandissait. Elle n'était plus une noble respectée. Elle n'était plus qu'une fugitive, traquée comme une bête blessée. Mais même dans sa fuite, même en changeant de visage et de nom, elle ne pouvait pas échapper au destin. Car un jour, le piège allait se refermer. Les criminels fuient, mais le destin veille. Et parfois, ce n'est pas la lame ou la corde qui scelle leur sort, mais la ruse et la patience d'un chasseur qui sait attendre son heure. Marie-Madeleine de Brinvilliers l'avait appris à ses dépens. Depuis des années, elle courait de ville en ville, changeant d'identité comme on change de masque. Paris, Bruxelles, Londres. Chaque frontière franchie était une victoire, chaque nuit passée sans être découverte une bénédiction. Mais même dans sa cavale, une vérité subsistait. Nul ne pouvait éternellement échapper à Gabriel Nicolas de l'Araignée. Épuisée par des années de traque, la marquise trouva enfin un abri derrière des murs de pierre et des prières murmurées. À Liège, loin de la cour, loin des soupçons. Elle se pensait en sécurité sous le voile du silence religieux. Ici, personne ne la reconnaîtrait. Ici, elle pourrait redevenir une femme libre, loin des ombres de Paris et du souvenir de Sainte-Croix. Elle priait. Elle jouait son rôle de pénitente. Elle se drapait dans l'humilité d'une femme repentie. Mais dehors, l'araignée n'avait pas oublié. Son filet se resserrait. Et il avait plus d'un tour dans son jeu. Un chasseur ne court pas toujours après sa proie. Parfois, il l'attire dans un piège, sans qu'elle ne le voie venir. L'araignée savait que la marquise était une femme de passion. Une âme tourmentée, en quête d'un regard, d'un sourire, d'un allié dans l'ombre. Alors, il envoya un homme. Un inconnu aux mots doux, aux manières soignées, aux promesses rassurantes. Il n'avait ni l'uniforme des soldats, ni l'air des espions. Juste le charme d'un confident, le visage d'un ami, peut-être même d'un amant. Il gagna sa confiance. Lentement, il s'immisça dans sa solitude, soufflant des paroles rassurantes, lui faisant croire qu'elle pouvait être sauvée. Marie-Madeleine, aveuglée par son désir de croire en une issue, baissa la garde. Une nuit, alors que les cierges du couvent s'étaient éteints, alors que les nonnes dormaient derrière leurs murs de pierre, l'homme passa à l'action. Il la trahit. Des hommes surgirent de l'ombre. Des mains la saisirent. Des fers se refermèrent sur ses poignets. La marquise, la femme qui avait échappé pendant des années aux griffes de la justice, était tombée. L'araignée avait gagné. À l'aube, les chevaux étaient scellés. Marie-Madeleine quittait Liège sous escorte, mais cette fois, elle ne fuyait plus. Elle ne courait plus vers l'inconnu. Elle ne traversait plus les frontières en quête d'un refuge. Cette fois-ci, c'était un aller simple vers Paris. Et là-bas, l'attendait son procès. Dans les couloirs glacés du Parlement de Paris, sous les lourds plafonds où résonnèrent jadis les jugements des grands du royaume, une femme entrait enchaînée. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. Marie-Madeleine de Brinvilliers, marquise, héritière d'une des plus nobles familles de France, empoisonneuse présumée, faisait face à la justice. Paris tout entier retenait son souffle. Les rues bruissaient de murmures. Les nobles et les roturiers s'agglutinaient autour du palais, espérant apercevoir la femme dont on disait qu'elle tuait d'un simple regard, qu'elle portait le poison comme d'autres portaient des bijoux. Son procès n'était pas une simple affaire criminelle. C'était une affaire d'État. Dans la grande salle du Parlement, où trônaient les juges en robe noire, les accusations tombèrent comme des coups de fouet. Vous avez empoisonné votre père, Antoine d'Aubray. Vous avez assassiné vos frères, Antoine et François. Vous avez conspiré dans l'ombre avec le chevalier de Sainte-Croix. Chaque mot résonnait comme un glas. L'araignée n'était pas venu sans armes. Il avait préparé son coup de maître. Les lettres, des feuillets jaunis, retrouvés dans le coffre de Sainte-Croix, où la marquise avouait, de sa propre main, ses crimes et son savoir dans l'art du poison. Les témoignages des serviteurs, des domestiques avaient vu des fioles étranges dans sa chambre, observé son comportement troublant. Les symptômes de toutes ses victimes.
Les médecins décrivaient les mêmes convulsions, les mêmes fièvres, les mêmes agonies inexplicables. Et toujours autour d'eux, la présence de Marie-Madeleine. Le filet était serré. Mais face à l'accusation, la marquise ne baissa pas la tête. Elle était noble. Elle était fière. Elle ne plierait pas. Mensonge, hurlait-elle devant ses juges. Où sont les preuves que j'ai versé le poison moi-même? Où sont les témoins qui m'ont vu le faire? Elle argumentait, se battait, usant de son intelligence et de son charisme pour détourner les soupçons. Mais l'araignée ne cherchait pas à la convaincre. Il cherchait à la briser. Et il savait comment. Les juges étaient patients. Les preuves étaient accablantes. Mais Marie-Madeleine résistait. Alors, ils décidèrent d'employer les grands moyens. Elle nierait jusqu'au jour où son propre corps la trahirait. Jusqu'au jour où elle hurlerait la vérité, sous la torture. Car le roi avait parlé. Et le roi voulait une confession. La marquise ignorait encore que, sous les voûtes froides de la conciergerie, un entonnoir l'attendait. Et bientôt, l'eau glacée coulerait dans sa gorge. Le fer mord la chair, mais l'eau étouffe l'âme. Sous les voûtes sombres de la conciergerie, là où l'air était lourd des soupirs des condamnés et où le froid des pierres transperçait les os, Marie-Madeleine de Brinvilliers fut conduite vers son dernier supplice. Elle avait résisté. Elle avait nié. Elle avait défié les juges, usé de son esprit, de son rang, de son sang noble pour repousser l'inévitable. Mais Paris voulait une confession. La justice du roi voulait une certitude. Et lorsqu'une femme refuse de parler, on fait hurler son corps à sa place. Les chaînes claquèrent. Les gardes la forcèrent à s'agenouiller. Le bourreau attendait, silencieux, vêtu de noir. Sur la table, l'instrument de sa chute, un entonnoir de métal, lisse, froid, implacable. « Madame, vous allez boire. » Elle se raidit. Ses yeux, autrefois flamboyants de défi, se posèrent sur les juges qui l'observaient depuis les ténèbres de la pièce. Il n'avait plus besoin de poser des questions. C'était son corps qui allait répondre. Les bourreaux l'attachèrent. L'un d'eux glissa l'entonnoir dans sa bouche. Une main saisit un seau. L'eau glacée s'engouffra en elle. Elle tenta de résister. Son cou se contracta, ses jambes tressautèrent, son souffle chercha une échappatoire, mais il n'y en avait pas. On ne combat pas une rivière qui coule en soi. Les litres s'enchaînaient. 1, 2, 3. Son ventre gonflait. 4, 5, 6. Les crampes déchiraient son corps. Elle suffoquait. Elle voulait hurler, mais l'eau noyait ses cris avant qu'ils ne naissent. Quand le corps cède, l'âme suit. 8 litres. 9 litres. Son souffle devenait erratique. Son cœur battait à toute allure, puis ralentissait comme s'il voulait abandonner. 10 litres. Ses yeux roulèrent. Son ventre distendu n'était plus qu'un lac de douleur. Et enfin, elle parla. Elle avoua tout. Les meurtres, les poisons, les secrets de Sainte-Croix, les festins maudits et les vers mortels. Tout. Le silence tomba dans la salle. Les juges échangèrent un regard. Le bourreau retira l'entonnoir. Marie-Madeleine s'effondra sur le sol de pierre. Un corps brisé, une âme vidée. Elle avait avoué. La justice était satisfaite. Mais le pire était encore à venir. Car bientôt, elle monterait sur l'échafaud. Le 17 juillet 1676, un vent lourd soufflait sur Paris. L'air était épais de chaleur et d'anticipation, chargé d'une étrange électricité. Dans les ruelles, les chuchotements couraient plus vite que le vent. Aujourd'hui, la marquise allait mourir. Sur la place de Grève, là où tant d'autres avaient vu leur destin s'achever sous la lame, la foule s'amassait. Nobles et roturiers, bourgeois et mendiants, tous étaient venus voir la fin de Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, empoisonneuse et criminelle. On l'avait traînée jusqu'ici, mais elle ne trébuchait pas. On l'avait jugée, torturée, humiliée, mais elle marchait droite. Presque royale, murmurait-on. Les fers aux poignets, la robe salie par les jours passés en geôle, elle avançait d'un pas lent, mesuré, le regard levé vers l'échafaud. Les cris de la foule fusaient comme des flèches. Sorcière, tueuse, empoisonneuse du diable. Mais elle ne répondait pas. Un prêtre marchait à ses côtés, un chapelet à la main. Il lui soufflait des mots d'absolution,
Mais Marie-Madeleine n'écoutait que le battement sourd de son propre cœur. Elle n'était plus une noble. Elle n'était plus une criminelle. Elle était une légende en train de s'écrire. Arrivée au pied de l'échafaud, un bourreau lui tendit une torche enflammée. Touchez la flamme, marquise, pour confesser vos péchés. Le silence s'abattit sur la place. Elle s'arrêta. Puis, doucement, elle posa ses lèvres sur le feu. Une prière s'échappa de sa bouche. Personne ne sut ce qu'elle murmura à l'instant où la flamme caressa sa peau. Puis, on lui banda les yeux. On l'attacha solidement. La foule retint son souffle. Et la lame tomba. Son corps fut brûlé, réduit en cendres, effacé comme on efface une tache d'encre sur un parchemin. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. On murmura que, dans les cachots de la conciergerie, certains geôliers entendaient encore ses soupirs la nuit. Dans les salons de Paris, à chaque noble foudroyé par une mort soudaine, son nom revenait. Comme un avertissement. Et dans les couvents où elle s'était cachée, certains juraient que son ombre passait encore entre les cierges. Car le poison disparaît dans la terre. Mais une empoisonneuse, elle, devient immortelle. Le feu a consumé son corps. La cendre a été dispersée au vent. Son nom a été inscrit dans les archives de la justice du roi Soleil. Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, est morte. Et pourtant, dans l'ombre des ruelles pavées de Paris, dans les caves humides des palais, dans les couloirs silencieux des couvents, son nom refuse de s'éteindre. Le poison qu'elle maniait avec tant d'adresse s'est dissous dans le sang de ses victimes, effacé par le temps. Mais son histoire, elle, est restée. Dans les entrailles glacées de la conciergerie, là où elle passa ses derniers jours, certains affirment que son esprit n'a jamais quitté sa cellule. Les geôliers racontent que, les nuits de pleine lune, un souffle ténu s'élève dans l'obscurité. Un soupir. Un frisson. Un murmure que le vent emporte, mais qui revient toujours. Certains disent que ce sont les pierres elles-mêmes qui pleurent. D'autres assurent qu'il suffit de se tenir là, sous les arches sombres, pour entendre une voix murmurant un nom oublié. Celui de Sainte-Croix. Dans les salons parisiens, les conteurs baissent encore le ton lorsqu'un noble tombe malade un peu trop vite, un peu trop subitement. Se pourrait-il? Non, impossible, et pourtant. Le souvenir des poisons invisibles hante toujours les grandes familles. On raconte que, parfois, lors d'un dîner, un verre se brise sans raison, un liquide se répand sur la table, et un silence glacial s'installe. Le maître de maison pâlit. Les invités s'échangent des regards nerveux. Car dans ce monde de courtisans et d'intrigues, on n'oublie pas que le poison fut un temps l'arme des puissants. Et qui mieux que la marquise de Brinvilliers pour en être le spectre vengeur? Mais c'est dans les couvents, ces lieux de pénitence et de prière, que son fantôme est le plus redouté. Là où elle s'était cachée. Là où elle avait espéré échapper à la justice. Là où, peut-être, elle avait murmuré des prières que le ciel refusa d'entendre. Certaines sœurs murmurent qu'à la lueur des cierges, une silhouette passe parfois dans les couloirs, sans bruit, sans visage. Qu'un parfum d'amande amère flotte parfois dans l'air, sans que l'on sache pourquoi. Qu'une main invisible éteint les bougies avant l'heure. Elles font le signe de croix. Elles chuchotent des prières. Mais la marquise sourit dans l'ombre. On dit que le temps efface tout. Que les cendres se dispersent. Que la justice du roi a scellé son sort. Mais les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans les murmures. Dans les regards en coin. Dans le frisson qui court sur la peau quand un verre de vin a un goût trop étrange. Car Marie-Madeleine de Brinvilliers a disparu, mais son ombre demeure. Et qui sait? Peut-être, un soir, dans un salon feutré, au détour d'un repas, entendra-t-on encore son rire se mêler au tintement des coupes. Après tout, le poison se dissipe, mais la peur, elle, ne s'efface jamais.